Bonjour, je suis le docteur Bendorel Kiabombo Kenda. Je suis médecin spécialiste en endocrinologie, diabétologie, maladies métaboliques, nutrition et diététique. Je suis chef de pôle des hospitalisations à l'hôpital général de Ngoyo. L'hôpital général de Ngoyo fait partie des 12 hôpitaux généraux qui sont prévus dans le cadre du projet du président de la République de mettre dans chaque département de la République un hôpital général qui répond aux normes internationales. Et celui de l'hôpital général de Ngoyo a été inauguré le 21 janvier 2022. Il est dirigé donc par le docteur Alain-Serge Bikindo, qui est le chef de projet opérationnalisation de cet hôpital. L'hôpital est situé donc dans l'arrondissement 6 Ngoyo, précisément au niveau du quartier Nanga. Donc, le diabète est une affection métabolique qui est caractérisée par une hyperglycémie chronique. En mots simples, c'est un taux de sucre qui est trop élevé dans le sang. Et ce taux de sucre qui est trop élevé dans le sang est dû au fait que notre corps n'arrive pas à sécréter suffisamment d'insuline, ou encore cette insuline qui est sécrétée n'est pas de bonne qualité et donc non utilisée par l'organisme. L'insuline, c'est une hormone qui permet de prendre le sucre et de le ramener dans la cellule. Donc quand on n'a pas d'insuline ou qu'on a une production insuffisante d'insuline ou encore cette insuline n'est pas bien utilisée, donc on va se retrouver avec un taux de sucre qui est très, très élevé dans le corps. C'est ça qu'on appelle le diabète. Il faut savoir que c'est un problème de santé publique parce que le diabète aujourd'hui est très répandu, son incidence ne fait qu'augmenter dans le monde et la Fédération internationale du diabète estime que d'ici 2030, il y aura environ 642 millions de diabétiques dans le monde. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un problème de santé publique et il faut une prise en charge qui doit être adéquate afin d'éviter les complications qui sont des complications graves. Et c'est pour cela que on doit mener dans des actions qu'on appelle des actions donc, de prévention qui consistent donc à faire donc, une éducation de masse, mais aussi à faire le dépistage chez les personnes qui sont à risque de développer un diabète, notamment le diabète de type 2 ou encore le diabète gestationnel chez les femmes qui sont enceintes. Il faut faire également donc, le dépistage du diabète. Pour ce qui est des causes du diabète, il faut savoir déjà qu'il y a des facteurs de risque. Donc ici, nous sommes dans le cadre du diabète de type 2. Il y a des facteurs de risque de développer un diabète de type 2, notamment donc l'âge, c'est-à-dire que les personnes qui ont un âge supérieur au moins à partir de 40 ans, donc il faut se faire dépister. Il y a l'hérédité diabétique, c'est-à-dire que si vous avez un parent qui est diabétique, ça peut être papa, maman, un frère, une sœur, ou encore même si vous avez des tantes, c'est ce qu'on appelle par une hérédité de deuxième degré, il faut faire un dépistage. Il y a la sédentarité, le fait de ne pas bouger, de ne pas pratiquer une activité physique régulière. Il y a la mauvaise alimentation, c'est-à-dire que par exemple les fast-foods ou encore une alimentation qui est riche en gras, qui est également donc, qui va favoriser donc un surpoids ou encore une obésité. Donc ça, ce sont à peu près donc les facteurs de risque et également d'autres facteurs de risque cardiovasculaire qui peuvent être retrouvés. Pour ce qui est du diagnostic du diabète, on se contente de faire une glycémie le matin à jeun. Et si cette glycémie le matin à jeun est supérieure à 1,26 et été recontrôlée au moins 2 fois, on va dire que la personne est diabétique. Et il y a également d'autres critères qui permettent de dire que la personne est diabétique, c'est-à-dire qu'une personne qui va présenter ce qu'on appelle par un syndrome polyuropolydipsique, c'est-à-dire que la personne urine beaucoup, elle boit beaucoup d'eau, mais elle est en train de beaucoup manger, mais en même temps, elle perd du poids. C'est-à-dire que c'est un amaigrissement qui contraste avec le fait que la personne n'a pas une anorexie, la personne elle mange mais elle maigrit. Et ce qu'on appelle par le syndrome cardinal dans le diabète et qui sera associé à une glycémie qui est supérieure à 2 grammes par litre à n'importe quel moment de la journée, que vous ayez mangé ou pas. Et il y a aussi d'autres méthodes qu'on appelle par l'HCPO. C'est une hyperglycémie provoquée par voie orale. Ce qu'on va faire, c'est donner à la personne 75 grammes de glucides et mesurer la glycémie 2 heures après. Si 2 heures après, la glycémie est supérieure à 2 grammes par litre, à ce moment-là, on va dire que la personne est diabétique. Et il y a un test aussi qu'on fait, qu'on appelle l'hémoglobine glyquée.
qui est exprimé en pourcentage, qui nous permet de savoir aussi si la personne est diabétique. Et si c'est supérieur à 6,5%, on dit que la personne elle est diabétique. Par contre, il existe ce qu'on appelle par des états prédiabétiques. Ces états prédiabétiques, ce sont des états intermédiaires entre des glycémies qui sont dites normales avec une glycémie pathologique qui confirme un diabète. C'est-à-dire qu'on peut avoir une hyperglycémie modérée à jeun, c'est-à-dire que le matin, on se réveille, on prend une glycémie, on est entre 1 et 1,25 g par litre. Ce n'est pas le diabète, mais c'est un état prédiabétique. Ou encore, on peut avoir une intolérance au glucose, c'est-à-dire qu'une fois, 2 heures après le repas, la personne va faire une glycémie. Cette glycémie sera entre 1,40 et 1,99 g par litre, ce qu'on appelle par une intolérance au glucose, ou encore faire une hémoglobine glyquée qui sera entre 5,7 et 6,4%. Donc ça, c'est ce qu'on appelle par des états prédiabétiques. Pour ce qui est de la classification donc, des diabètes, il existe plusieurs types de diabète, mais on va retenir à peu près 3 grands groupes de diabète. Il y a le diabète de type 1, ce qu'on appelle le diabète appelé avant donc, le diabète insulinodépendant. C'est le diabète qu'on retrouve chez les sujets jeunes. Ce diabète est caractérisé par ce qu'on appelle par une carence absolue en insuline, c'est-à-dire que la personne ne sécrète pas du tout d'insuline. Et donc, ça a un mode de révélation qui est souvent brutal. Ici, il n'y a pas souvent dans l'interrogatoire une notion de diabète dans la famille et ça se voit souvent chez des personnes qui sont jeunes. Bien que de plus en plus, parfois, on trouve des diabètes qui sont dits type 1 lent, autour de 40 ans, c'est certains sujets. Et après, il y a ce qu'on appelle par le diabète de type 2, qui fait souvent l'objet de plusieurs campagnes de dépistage. C'est ce diabète qu'on dépiste généralement. Quand on fait des campagnes de dépistage du diabète, c'est pour essayer de diagnostiquer ou de dépister donc, ce diabète. Et donc, il représente environ plus de 80% de cas de diabète, donc le diabète de type 2. Et c'est ça qui fait, donc, comme je l'ai dit, l'objet de dépistage. C'est là qu'on retrouve la notion d'hérédité, la notion des facteurs de risque, notamment l'obésité, le surpoids. Également, chez les patients, on peut retrouver certains patients qui ont une hypertension artérielle associée, etc., etc. Donc ça, c'est le diabète de type 2. Et le troisième grand groupe de diabète qu'on peut également voir, c'est le diabète gestationnel. C'est toute hyperglycémie qui va survenir pour la première fois au cours de la grossesse. C'est pour cela qu'on fait également donc, le dépistage du diabète gestationnel chez les femmes qui sont enceintes parce que on peut avoir au premier trimestre un diabète de type 2 qui était peut-être méconnu, mais qui sera révélé par une grossesse. Ou encore, on demande systématiquement à des femmes qui ont des facteurs de risque de développer un diabète gestationnel, de faire également donc, la glycémie au premier trimestre. Et si c'est normal, à partir du deuxième trimestre, entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée, on va faire ce qu'on appelle par une hyperglycémie provoquée par voie orale. Et ici, nous devons signifier que les femmes à risque de développer un diabète gestationnel sont les femmes qui ont un âge supérieur à 35 ans, les femmes qui sont en surpoids ou bien qui sont obèses, les femmes qui ont déjà eu un diabète gestationnel avant et les femmes qui ont eu ce qu'on appelle par les morts fœtales in utero, c'est-à-dire que le bébé il est décédé donc, dans le ventre, et aussi les femmes qui ont déjà eu des enfants qui sont nés avec un poids qui est supérieur à 4 kg, ce qu'on appelle par les macrosomes. Et donc, et aussi la notion d'hérédité diabétique, une femme qui a sa maman ou son papa qui est diabétique, cette femme également, il faut faire un dépistage de ce diabète. Pour ce qui est du traitement du diabète, chaque diabète a plus ou moins une conduite à tenir qui est codifiée et qui est régulée, on peut dire, par un certain nombre de qui est en fait encadré par un certain nombre de recommandations. Bon, pour ce qui est du diabète de type 1, par exemple, le traitement, c'est l'insuline. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas d'insuline, la personne ne produit pas d'insuline, on va remplacer l'insuline. Donc, c'est un traitement substitutif. Dans le diabète de type 2, c'est le diabète qu'on connaît, qu'on voit un peu plus partout, où on sait au moins que dans chaque famille congolaise, il y a au moins une personne qui est diabétique. Et donc, dans ce diabète, il y a ici un certain nombre de règles à suivre, parmi lesquelles il y a ces règles s'appliquent à tous les types de diabète, mais dans le diabète de type 2, on fera un accent particulier sur ce qu'on appelle par les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire que l'alimentation,
donc une alimentation équilibrée, ça veut dire qu'on peut manger de tout. C'est-à-dire qu'on peut tout manger parce que dans ce que nous mangeons, il y a les glucides, il y a les lipides, il y a les protéines et d'autres éléments qui sont autour. Donc on peut tout manger, mais il faut que cela se fasse dans des proportions qui sont recommandées. Il n'y a pas d'interdit alimentaire dans le diabète de type 2 par exemple, parce qu'on voit de plus en plus des patients qui viennent disent qu'on m'interdit de manger tel aliment, tel aliment, tel aliment, mais actuellement c'est faux. Ce qu'on déconseille chez les patients, c'est d'arrêter de consommer des sucres rapides, c'est-à-dire que les sucres industriels. Il ne faut pas ajouter du sucre dans ce qu'on mange. Il ne faut pas prendre par exemple des jus de fruits, même les jus de fruits en carton, parce qu'on sait que c'est sucré. Donc ça, c'est déconseillé. Éviter de manger une alimentation, un repas qui est riche en gras et de diminuer la quantité de féculents. Donc les féculents, ce sont le pain, le manioc, le foufou, dans notre contexte, et les tubercules, les ignames. On peut tout consommer, mais cela doit se faire dans des proportions, comme je l'ai dit, qui doivent être respectées. Si je mange beaucoup de pain, évidemment, ma glycémie va augmenter parce que dans le pain, il y a des sucres qu'on appelle par des sucres lents, qu'on retrouve également donc dans les pâtes, dans les tubercules, les ignames, etc., etc. Et on va également éviter la banane. Pourquoi? Parce que la banane, elle est très sucrée. Et donc, si on la consomme, on va réduire les quantités. Et pour ce qui est, par exemple, des fruits, on recommande parfois aux patients d'en consommer, mais après les repas, il faut les prendre entiers et non pressés, parce que entier, ça contient des fibres, et les fibres ralentissent l'absorption du glucose. Donc, et à côté de cela, il faut pratiquer une activité physique régulière, c'est-à-dire qu'un sport, il faut au moins 3 fois dans la semaine, toutes les 48 heures, pratiquer donc une activité physique. Mais là, il faut pratiquer une activité physique de votre choix. C'est-à-dire qu'il faut aimer une activité physique. On ne va pas vous dire, par exemple, monsieur, vous allez aller courir alors que vous aimez marcher. Monsieur, allez faire la natation alors que vous aimez faire le vélo. Donc, il faut choisir une activité physique que vous pouvez faire régulièrement et de telle sorte que cela va s'intégrer dans le contexte, dans les modifications donc, du mode de vie. Et pour ce qui est par exemple du tabac, on va défendre carrément à la personne de consommer du tabac parce qu'il y a des complications que je n'ai pas peut-être énoncées un peu plus haut, c'est-à-dire que des complications du diabète, c'est des complications qui sont redoutables, pour revenir sur cette question, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle par la microangiopathie, c'est-à-dire qu'il atteint des petits vaisseaux, et cette atteinte des petits vaisseaux, ça va se répertorier par quoi? Par une atteinte de l'œil, par exemple. On aura une complication oculaire du diabète. On peut avoir une atteinte rénale, c'est-à-dire que des insuffisances rénales qui seront liées au diabète. On peut avoir des complications macroangiopathiques qui vont toucher donc les gros vaisseaux, par exemple. Et dans ces complications, on peut avoir des infarctus du myocarde, ce qu'on appelait avant par les crises cardiaques, les AVC, et aussi des problèmes au niveau de la vascularisation des membres inférieurs. On aura ce qu'on appelle par des aomites, des artéropathies oblitérantes des membres inférieurs, des vaisseaux qui seront bouchés et ne vont pas favoriser donc, la circulation du sang au niveau des membres inférieurs, ce qui fait que certains patients vont développer des plaies qui auront du mal à cicatriser et parfois on va arriver à des amputations. Il faut savoir que le diabète, c'est la première cause des amputations non traumatiques. Et donc, à côté de cela, il y a les neuropathies autonomes et les neuropathies qui sont dites des neuropathies périphériques. C'est-à-dire que les personnes vont développer au niveau des pieds, par exemple, des picotements, des fourmillements, parfois une perte de la sensibilité au niveau des pieds. C'est pour ça qu'on demande aux patients de ne pas marcher pieds nus et de toujours faire attention, de regarder les pieds, parce que le patient diabétique, il perd la sensibilité. En perdant la sensibilité, il peut se blesser et ne pas se rendre compte que, effectivement, j'ai une plaie. Et donc, c'est plus tard que lorsque la plaie va s'infecter qu'il va se rendre compte qu'en fait, il y avait une petite lésion, mais je n'avais pas fait attention, je n'avais pas vu. Donc, nous, un intérêt de regarder régulièrement les pieds. Donc, à côté de ces neuropathies périphériques, il y a des neuropathies autonomes. Ça peut être, par exemple, une gastroparésie. Dès que la personne mange, elle a l'impression d'être rassasiée aussitôt. Il y a les neuropathies vésicales. Et urinaires, donc des fuites urinaires, on peut avoir des fuites urinaires, et également parfois une neuropathie cardiaque avec des palpitations, etc. etc. Donc, et pour ce qui est donc ça, c'était pour rentrer un peu en détail par rapport à ce genre de complications. Donc nous étions dans le traitement donc, de ce diabète, donc notamment le diabète de type 2 pour revenir. Donc je disais alimentation équilibrée avec une activité physique
régulière. Et à côté de ça, il y a les médicaments. Les médicaments, aujourd'hui, on a une panoplie de molécules dans la prise en charge du diabète de type 2. Et certaines molécules ne sont pas dans notre contexte disponibles, mais on trouve sur le marché des médicaments qui peuvent prendre en charge le diabète de type 2. Pour ce qui est du diabète gestationnel, ce qu'on trouve chez la femme qui est enceinte, ce type de diabète, généralement, quand une femme qui est par exemple connue diabétique tombe enceinte, si elle est sous comprimé, on va la demander d'arrêter les comprimés. Mais pour les femmes qui vont développer le diabète au cours de la grossesse, on va commencer par les mesures diététiques, c'est-à-dire par l'alimentation. Et si l'alimentation ne suit pas, on va mettre de l'insuline jusqu'à la fin de la grossesse. Et à la fin, à l'accouchement, on va réduire les doses et jusqu'à arrêter et faire plus tard ce qu'on appelle par une HCPO pour voir si cette personne elle est toujours, le diabète est toujours là ou pas. Et donc, pour ce qui est des mesures de prévention du diabète, c'est à peu près ce que j'ai dit un peu plus haut, c'est l'alimentation équilibrée. Il y a des familles, par exemple, où on sait que papa est diabétique ou maman est diabétique, on sépare les marmites. Non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut une alimentation équilibrée pour toute la famille. Parce que si tout le monde mange équilibré, on va réduire le risque de survenue des maladies cardiovasculaires, que ce soit, pardon, et également donc, du diabète. Donc, il faut que tout le monde ait une alimentation équilibrée et il faut aussi une pratique régulière de l'activité physique, sortir de la sédentarité, donc bouger. Donc, on recommande aux personnes donc, de bouger et de beaucoup bouger pour éviter également la survenue donc, de l'obésité, qui est un facteur de risque de développer un diabète. Donc, nous encourageons par exemple par cela toutes les familles à adopter donc, cette attitude, encourager même des séances sportives de groupe en famille, donc papa, maman, au lieu que ce soit juste la personne diabétique de la famille qui pratique l'activité physique, mais que toute la famille pratique cette activité physique, de telle sorte que la famille va modifier ce qu'on appelle par le comportement, son comportement, ses habitudes de vie, pour également donc, freiner la survenue donc, du diabète. Donc, et pour terminer, je vais dire ça comme ça, il faut savoir que c'est un réel problème de santé publique. Et en Afrique, aujourd'hui, cette incidence ne fait qu'augmenter. Chaque jour, nous voyons de plus en plus des personnes qui arrivent, qui n'étaient pas connues diabétiques et qui arrivent avec des complications qui sont parfois graves, qui peuvent parfois entraîner des amputations, qui peuvent parfois entraîner un certain nombre de choses, parfois même le décès. Une personne qui va arriver avec une infection sévère, chez qui on va découvrir un diabète, une personne qui va se retrouver dans une complication que nous appelons par exemple l'acidocétose. Et donc, si on ne fait pas très attention, si on ne fait pas le dépistage, si on fait pas, on n'adopte pas des mesures qui vont nous permettre de changer le comportement, cela ne va qu'augmenter. C'est pour ça que nous incitons tout le monde à œuvrer de telle sorte que nous puissions arrêter la progression du diabète en adoptant des comportements qui sont dits des comportements qui vont modifier nos modes de vie, en adoptant une alimentation équilibrée, en pratiquant une activité physique régulière et pour les personnes qui sont, et en pratiquant ce qu'on appelle, en faisant le dépistage du diabète. Et pour les personnes qui sont déjà connues diabétiques, il faut continuer à prendre les médicaments, continuer à respecter les mesures diététiques et il faut continuer à pratiquer une activité physique en fonction de votre état, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu et aussi en allant régulièrement aux consultations qui se font généralement tous les 3 mois. Parce que le patient diabétique doit vraiment se faire suivre et le suivi se fait chaque 3 mois en dosant l'hémoglobine glyquée et les autres paramètres en fonction du bilan qui a été demandé donc, par le médecin. Donc, la Journée mondiale du diabète, donc, abrégée en sigle JMD, a été instaurée en 1991 par la Fédération internationale du diabète dans le but de sensibiliser sur le diabète pour dire au monde que c'est une pathologie qui existe, pour informer sur le diagnostic et aussi le traitement, ainsi que la prévention de cette pathologie-là. Pour ce qui est de cette année, il y a un thème triennal qui couvre 2021 à 2023, qui est l'accès aux soins du diabète. Et ce thème triennal a un sous-thème qui est éduquer pour protéger l'avenir.
Et pourquoi donc le choix de ce thème? C'est qu'il faut savoir qu'il existe des millions de personnes diabétiques dans le monde. Et le diabète, c'est une maladie évolutive qui nécessite des soins continus. Seulement, tout le monde n'a pas accès aux soins liés au diabète. Donc, le choix de ce thème est en fait une sorte de plaidoyer donc, envers les décideurs et envers également toutes les personnes qui œuvrent dans la prévention des maladies non transmissibles, parmi lesquelles, par exemple, le diabète, à œuvrer de telle sorte que tous les patients diabétiques aient accès aux soins et pour que ces personnes soient prises en charge, pour que ces personnes soient également correctement prises en charge pour éviter la survenue de complications qui sont liées au diabète. Et donc, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller même à la consultation, il y a des personnes qui ne peuvent même pas payer un médicament, et il y a des personnes qui n'ont même pas la capacité d'avoir un bilan lié donc, par rapport au suivi de leur pathologie. Ce qui fait que ça freine la prise en charge donc, de ces personnes. Parfois, le vouloir, il est là, mais il n'y a pas la capacité de se faire prendre en charge. Donc, c'est pour ça que nous sollicitons de la part des décideurs de mettre des mécanismes qui vont favoriser donc l'accès aux soins aux patients diabétiques. Si possible, qu'il y ait peut-être une création d'une mutuelle qui va couvrir les frais de prise en charge ou encore baisser les prix des médicaments ou l'accès à l'insuline pour les personnes qui souffrent de diabète et aussi l'accès à la technologie liée au diabète. Parce qu'il y a des moyens de dépistage comme les lecteurs de glycémie qui restent encore un peu plus chers dans notre contexte, les bandelettes glycémiques qui coûtent encore un peu plus cher. Ailleurs, il y a des capteurs glycémiques, il y a des pompes insuline que nous n'avons pas toujours ici dans notre contexte, qu'on peut faire venir d'ailleurs, mais qui coûte cher et le patient n'a pas la possibilité de se prendre en charge. Donc cette année, l'accès aux soins de diabète, ce plaidoyer que nous faisons, c'est que les décideurs, vraiment toutes les personnes qui ont cette capacité-là de décider, facilitent l'accès aux soins au diabète pour les personnes qui sont connues diabétiques. Et donc éduquer pour protéger l'avenir, c'est sensibiliser, c'est informer sur le diabète afin que les personnes modifient les comportements en adoptant donc une alimentation équilibrée et la pratique d'une activité physique régulière et afin que nous tous ensemble, nous puissions arrêter ou diminuer donc la progression du diabète dans le monde.